Bonjour à tous, conférence Turner. L'exposition Turner se trouve toujours actuellement au musée Jacques Marandry, même si le musée est fermé. Elle a ouvert 2 jours avant le confinement, donc vous imaginez la frustration pour les organisateurs. Ils ont fait l'inauguration, 2 jours après, il a fallu qu'ils ferment. Alors, je commence avec un billet de banque, vous voyez, je suis très vénale. Ce billet de banque, il a été édité par la Banque d'Angleterre quelques jours après le vote du Brexit. Donc, vous vous rappelez cet épisode où l'Angleterre a décidé par vote de sortir de l'Union européenne. Et il y a quelque chose de très intéressant dans cette espèce de calendrier, volontaire ou involontaire d'ailleurs. On a le portrait du jeune Turner, donc qui apparaît sur ce billet de banque, sachant que Turner, c'est un artiste qui est surtout connu pour avoir, j'ai envie de dire, été vieux, c'est-à-dire que c'est quand même le grand artiste de la peinture anglaise, mais pas forcément quand il a 25 ans, hein, quand il est en fin de carrière, et là, il est extrêmement célèbre, sauf qu'il n'a jamais fait d'autoportrait après le portrait, autoportrait que vous avez sous les yeux de 1801. Et à gauche, vous avez un petit extrait d'un de ses tableaux les plus célèbres qui parle d'un bateau, le Téméraire, que l'on va démanteler. Donc le Téméraire, c'est ce grand 3-mâts que vous avez là imprimé sur le billet de banque. Et j'ai trouvé vraiment très ironique que l'Angleterre choisisse ce tableau pour un billet de banque parce que c'est un tableau qui parle de la fin d'une époque. C'est-à-dire que le tableau de Turner raconte quoi? Il raconte que ce grand bateau qui a permis de remporter la bataille de Trafalgar, eh bien, il va être démantelé parce que c'est un changement d'époque. On passe à la vapeur, hein, et les grands voiliers ne sont plus à la mode. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire ou involontaire de leur part, mais avouez que c'est assez ironique. Je précise, mais vous, je sais qu'il n'y a pas de doute, mais j'ai eu quelques doutes avec d'autres groupes, que ça n'est pas Tina Turner dont il est question. Si vous faites une recherche sur Google, vous allez vous apercevoir que le Turner ne sort que Tina. Pour une fois qu'une femme double un homme, il faut quand même le signaler. Par contre, je vous renvoie au film sur Mr. Turner, très beau film à mon avis, qui a permis d'ailleurs un prix d'interprétation pour Timothy Spall qui joue vraiment très bien. Bon, c'est un acteur, quand on suit un peu les séries de la BBC, on le rencontre très régulièrement, grand spécialiste des reconstitutions historiques à la Dickens, et là qui interprète très très bien Monsieur Turner. Donc après, les avis sont partagés sur le film, mais je trouve que ça permet de se plonger dans une époque qui, somme toute, est assez mal connue des Français. D'abord parce que les Français ont toujours un peu de mal avec l'histoire qui n'est pas la leur, et surtout l'Angleterre de la fin du XVIIIe et du début du XIXe n'est pas du tout celle, n'est pas du tout la vie que nous avons en France à la même époque, parce que pour nous, c'est l'époque de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, et c'est pas pour rien que quand on sort de ces épisodes historiques, en ce qui concerne la France, la référence culturelle qui va primer à l'époque de 1815, c'est l'Angleterre. Ça n'est pas pour rien parce que pendant ces 30 années de bouleversement en France, où d'ailleurs la France, il faut le dire, tient le pavé en ce qui concerne les idées politiques, etc., à l'ensemble du monde. Mais cette aura française ne signifie pas pour autant que c'est le modèle culturel qui va primer, et en art, parce qu'en 1815, la France se réveille en se rendant compte que l'Angleterre a avancé vers un autre hémisphère artistique qu'on appellera d'ailleurs le romantisme. Joseph Mallord William Turner, ce sont ses 3 prénoms, est un enfant de la middle class, peut-être même un peu plus inférieur que la middle class, puisque son père est barbier, c'est un commerçant, donc ça veut dire qu'il travaille, et en Angleterre, vous savez, la hiérarchie est très très sévère à ce niveau-là. En même temps, il y a l'avantage d'être un pays très marqué vers ce qu'on appellerait le capitalisme, donc la valeur quand même de l'argent est très importante, beaucoup plus tôt qu'en France. Et du coup, ce jeune garçon est baigné dans un univers extrêmement mouvant, puisque son père barbier voit régulièrement arriver des académiciens, des politiques, puisque vous êtes à Covent Garden, et puis vous avez aussi des acteurs. Donc même quand on est dans un milieu plutôt modeste, le fait de voir ce brassage autour de soi, c'est très dynamisant. C'est-à-dire que c'est pas pareil que d'être fils de
Meunier à la campagne, hein, ça c'est sûr. Turner est fils unique, un peu par défaut puisqu'il va perdre sa petite sœur et surtout il perd sa mère puisque la mère est folle et elle va faire des séjours à l'hôpital psychiatrique avant de mourir en 1806, mais elle est enfermée, je crois, dès les années 90. Alors, ces crises d'hystérie ou de je ne sais pas de quoi d'ailleurs, la pauvre femme devait être très très mal soignée, amène un rapprochement très fort du garçon avec son père et le père, pour sauver son fils, et ça on peut dire que c'est un homme assez moderne pour le coup, va l'envoyer à la campagne et c'est comme ça qu'à l'âge de 11 ans, Turner s'exprime par le dessin, par la peinture. Vous avez ici une charmante aquarelle, il a 11 ans et c'est Margate où il va se rendre d'ailleurs très souvent plus tard. Je crois que c'est un endroit où il retrouve la famille maternelle d'ailleurs et c'est intéressant parce qu'on voit la pratique de l'aquarelle très jeune et en même temps ce dessin très minutieux qui est le sien. L'Angleterre, je sais que beaucoup ont fait avec moi l'exposition sur la peinture anglaise au musée du Luxembourg. Donc, on a eu l'occasion de parler de Reynolds ensemble, de la Royal Academy, de cette énorme différence avec la France et puis de cette jalousie un peu que les peintres anglais avaient de la France, qui pouvaient faire de la peinture d'histoire. Je vous en donne un exemple, hein, le Bélisaire de David, par exemple. Ça, c'est de la peinture d'histoire. C'est de la peinture qui est faite pour à peu près un seul commanditaire, c'est le roi. Et tout comme d'ailleurs au 19e siècle, quelqu'un comme Delacroix fera de la peinture pour un seul commanditaire, le Louvre. Ça c'est très français. Nous n'aurons pas ça plus tard. En Angleterre, on ne l'aura jamais. Je veux dire par là, les Anglais vont peindre pour des commanditaires qui sont des collectionneurs privés. Ça donne une toute autre ambition. On ne peut pas balancer les mêmes sujets. Le commanditaire privé n'a pas envie d'avoir chez lui des trucs compliqués. Donc, il y a une peinture qui est complètement différente. Ça donne de la frustration pour des ambitieux, mais vous allez voir que ça ouvre les portes d'une autre peinture et c'est bien pour ça que les Anglais vont être plus modernes. Turner, il n'est pas très éduqué, je veux dire par là que c'est quelqu'un qui va travailler très jeune. Dans le fond, en Angleterre, à l'époque, si vous savez dessiner, vous avez pas mal de jobs possibles. Vous pouvez travailler chez un topographe, chez un notaire. Les notaires font des relevés de terrain pour les histoires de legs, de succession, etc. Vous savez, on rigole pas avec la loi en Angleterre, on rigole pas avec la propriété privée. Donc, c'est un énorme job à l'époque où vous n'avez pas de photographie. Et le deuxième boulot possible, c'est de travailler pour les architectes, puisque comme l'Angleterre est riche, elle produit beaucoup de nouvelles architectures, on construit. Et Turner va faire donc un apprentissage chez un architecte, ce qui va l'amener sans doute à être sensible à l'architecture. Et ça expliquera aussi qu'au cours de ses voyages, il va aller vers des architectures anciennes, assez spontanément et de manière extrêmement précoce, puisqu'il va s'intéresser à l'histoire de l'Angleterre, alors même que en France, on s'y intéresserait, nous, 50 ans plus tard, et même en Angleterre, je dirais qu'il a quasiment 20 ans d'avance. Donc ça, c'est une caractéristique de la précocité de Turner sur le regard du monde extérieur. Il cherche les bâtiments anciens, là vous êtes devant un archevêché du XVIe siècle, et tout ça toujours avec ce travail de l'aquarelle, parce qu'il n'a pas appris la peinture à l'huile. La technique de la peinture à l'huile est exigeante, elle aurait exigé d'aller dans un atelier beaucoup plus formel, et au fond, on voit bien que nous, on a affaire à un jeune peintre qui travaille, qui crée des dessins dans un cadre professionnel. Alors, ça n'empêche pas d'être exposé. Il faut dire que l'aquarelle est là des lettres de noblesse en Angleterre qu'on n'aurait pas eu en France à la même époque. Et ce que l'on voit, c'est par exemple ici devant ce bâtiment qui a été dévasté par les flammes, eh bien que Turner utilise cette technique pour jouer sur la lumière. Regardez, c'est un théâtre qui a été brûlé toute une nuit, enfin il a pris feu. Et au petit matin, voilà ce qu'il en reste. Et on a une façade qui paraît intacte de prime abord, sauf qu'évidemment le toit s'est effondré et tout l'intérieur est dévasté. Je dirais que ça se rapporte à une caractéristique de Turner qui n'est pas des moindres, qui est le goût de ce que j'appellerais du désastre. Ça, c'est très intéressant. C'est que Turner a une passion pour les drames naturels, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que sa peinture, contrairement à ce que les Français ont cru à un moment donné, n'est pas une peinture simplement réaliste. C'est une peinture qui va chercher autre chose. Comme il n'y a point de musée en Angleterre public, et il n'y en aura pas pendant longtemps, ce sont
les collectionneurs privés qui priment. Je crois que c'est très intéressant, bien sûr, nous aussi en France, on a des collectionneurs privés, et on a beaucoup de collections privées, elles ont été dépecées avec la Révolution française, c'est comme ça qu'on a créé le Louvre, hein, ou qu'on a créé d'ailleurs les musées, les grands musées de province, les musées, ce qu'on appelle de la loi Chaptal, tous les grands musées des villes de province, proviennent en général de diverses collections qui ont été plus ou moins ponctionnées, plus évidemment la peinture religieuse. Alors, il n'y a pas tout ça en Angleterre, mais il y a une énorme demande de peinture de la part des Anglais fortunés, qui font des voyages, qui sont des touristes. Vous savez tous, le Grand Tour est une institution en Angleterre. Je ne sais pas si c'est un atavisme propre au fait d'habiter sur une île, ou, mais en tout cas, c'est certain, c'est qu'ils bougent et ils rentrent avec des caisses de tableaux. Le docteur Monroe, Turner le connaît bien, malheureusement, parce que c'est un psychiatre. Alors, je sais que ça ne s'appelle pas psychiatre à l'époque, ça s'appelle médecin aliéniste. Déjà, ça fait peur, rien qu'au titre. Il a une clinique privée qui, bon, était peut-être un peu moins féroce que les autres. Et le dessin que vous avez ici à droite, ça vous montre le jeune Turner en train de dessiner. Et ça n'est autre que un dessin de ce médecin parce qu'il faisait venir le soir Turner chez lui pour faire des dessins à partir de sa collection privée. Et bon, l'anecdote veut qu'il ait tapissé les murs de sa demeure des aquarelles que Turner et Thomas Guertin lui faisaient le soir. Vous voyez un peu. En tout cas, je crois que surtout Turner a travaillé pour rien en termes financiers, puisque c'était pour payer l'internement de sa mère qu'il a dû travailler dans ce contexte. Alors, en tout cas, ce travail auprès de collectionneurs privés l'amène à découvrir la peinture ancienne. Et avant d'aborder la question, je reviens sur ce choix de l'aquarelle qui est vraiment un choix, là encore, très propre à la modernité anglaise. Vous savez, toutes les révolutions sont liées. Il ne faut pas penser, et moi je l'ai appris comme ça, et ça a été tout l'intérêt de mon métier, que je pratique maintenant depuis bien longtemps, c'est que les failles de l'enseignement universitaire, il est que tout, alors ça change un peu en France, mais ça a beaucoup de mal, tout est très fragmenté. Aujourd'hui, moi je me passionne par exemple énormément pour l'histoire des sciences, parce qu'il n'y a pas d'histoire de l'art sans histoire des sciences, et il y a aussi l'histoire économique. Et dans l'histoire économique, le passage à l'industrie chimique est très importante. C'est celle qui vous permettra d'avoir un jour du savon, par exemple, tout bêtement, et l'autre d'avoir effectivement des peintures. Et dans le cas de l'aquarelle, c'est très frappant. C'est un ingénieur chimiste qui a créé ces petits blocs de peinture prêts à l'emploi que Turner utilisera, qui sont très pratiques, qui sont portatifs, qui sèchent. Vous savez, ça permet avec un petit peu d'eau, vous aviez ces petits blocs de peinture, de couleur, pardon, et comme mes enfants pratiquent l'aquarelle aujourd'hui, hein, c'est exactement pareil. La deuxième révolution importante dans le domaine de l'art, à mon avis, c'est le papier. Parce que le papier a été inventé par les Chinois, ça c'est sûr. Du papier, on en a depuis déjà quelques siècles. Mais il va falloir passer à une échelle plus importante. L'industrie du livre et du papier explose à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle parce que on passe à un mode de production plus économique et plus rentable. Là encore, c'est pas pour rien que les Anglais sont les inventeurs du roman et les grands éditeurs aussi. Alors Turner va avoir ses carnets à dessin, ses petits blocs d'aquarelle à la main et même avant même d'être un artiste qui gagne bien sa vie, il a ses moyens techniques d'aller dehors, de faire des transcriptions sur ses carnets. Alors c'est un homme extrêmement précautionneux, je pense sans doute maniaque et je pense comme tous les génies, sans doute à la limite du raisonnable. Je dirais pas qu'il avait un petit grain, cet homme, mais je pense que tous les génies ont quelque chose quand même d'assez particulier. En tout cas, Turner était très difficile à vivre et très mutique aussi. C'est un homme très introverti et colérique, mais il a surtout ce soin maniaque que je trouve assez génial de garder toute sa documentation, tout ce qu'il fait, et ce, dès le début, c'est-à-dire avant même de savoir ce qu'il va devenir. On est quand même à l'époque en présence d'un jeune homme qui expose quelques aquarelles à l'Aquarelle Academy. Alors, il le fait depuis l'âge de 14 ans, donc il y a quand même de quoi se vanter. Mais bon, ça n'a jamais fait un grand artiste, ça, a priori. En tout cas, il y a du chemin.
Ces grandes aquarelles, il y en a quelques-unes à l'exposition Jacques Marandré. Elles sont grandes, oui, parce qu'on fait des travaux préparatoires sur les carnets, on rentre à l'atelier et ensuite on travaille sur des grandes feuilles, là, très chères, et on dessine à la mine de plomb et on peint à l'aquarelle avec une énorme minutie. Et là, ce sont effectivement des morceaux d'architecture gothique qu'il va transcrire avec, comme je l'ai dit, 20 ans d'avance sur le goût de l'architecture gothique qu'on pouvait avoir à cette époque. Lord Elgin lui propose de l'emmener en voyage. Lord Elgin fait partie, vous savez, des découvreurs de l'archéologie grecque et romaine. Il a récupéré les méthodes du Parthénon. On ne va pas revenir sur la question, je pense, très douloureuse pour les Grecs aujourd'hui. Et ce Lord Elgin, il n'a pas de photographe avec lui parce que la photographie n'est pas inventée. Enfin, c'est évident. Du coup, il emmène des dessinateurs. Et il a proposé à Turner le voyage. Et Turner le refuse. Et ça montre que Turner aurait dû, si vous voulez, accepter. Quand vous êtes dans le besoin, vous devez travailler, vous avez toujours des bonnes gens, et j'ai connu ça très souvent dans ma carrière, pour vous expliquer que compte tenu de votre pédigré social, il serait bon que vous acceptiez telle et telle chose. Et Turner dit non. Ben non, moi j'ai pas envie de faire ça, moi je veux être un grand artiste. Il a découvert la peinture de Claude Gelée un jour, et il s'est dit, ben, c'est ce que je veux faire. Alors, c'est ce que je veux faire. C'est ce que vous avez. C'est quoi? C'est cette peinture. Alors, je sais que vous êtes des amateurs de longue date de musée. Je vous apprends pas qui est Claude Gelée, mais bon, quand je fais des conférences auprès d'un public un peu plus diversifié, dirons-nous, je suis obligée de leur expliquer quand même qu'on est en présence d'un artiste français du XVIIe siècle et que les Anglais adorent cet artiste français, qu'ils achètent des tableaux et mieux que tout, qu'ils essayent, quand ils vont en Italie, eux-mêmes, de retrouver les paysages que Claude Gelée leur a montrés, ce qui est, je crois, assez difficile parce que Claude Gelée invente ces architectures portuaires que vous avez sous les yeux. Je crois que Turner va vraiment comprendre l'œuvre de Claude Gelée, et pas seulement en cherchant à représenter la même chose, en comprenant que Claude Gelée met la lumière au centre du tableau, c'est-à-dire que vous avez le soleil qui vous éblouit, et que ça, c'est un travail qui n'est pas, à proprement parler, classiquement pictural, parce que ça crée un éblouissement et que l'éblouissement, ça veut dire mal voir. Quand vous prenez une photo et que vous avez le soleil dans l'œil, la première chose que vous faites, c'est d'essayer de le fuir. Parce que si vous faites votre photo avec le soleil dans l'œil, vous n'allez pas voir grand-chose. C'est pareil pour la peinture. Si vous êtes chargé de peindre un château comme le château de Carnarvon et que vous choisissez de vous mettre le soleil dans l'œil, votre château est à contre-jour, est-ce que vous le voyez vraiment? Alors donc ça, vous voyez, c'est un choix artistique qui montre que Turner, à ce moment-là, n'est plus l'artiste topographe qui fait une transcription minutieuse d'une architecture qu'il voit et qu'il communique à ses contemporains. Il devient un peintre, un créateur qui essaye de raconter autre chose que cette forme. Il essaye de nous amener une féerie, en fait, de nous sortir du temps. Et c'est pour ça que le sous-titre de ma conférence, qui n'est pas un sous-titre qui m'appartient, moi, vous savez, je suis une grande voleuse de titres, je ne sais pas où il est mon bouquin d'ailleurs, c'est Menteur magnifique, parce que on croit être en présence simplement de la réalité, et en fait cette réalité nous amène sur un domaine beaucoup plus fantasque et beaucoup plus poétique. Je vous montre son premier voyage. Les voyages de Turner, ce serait l'objet d'une exposition à part entière. D'ailleurs, je profite pour vous dire que l'exposition du musée Jacques Marandré ne traite que de l'aquarelle, elle n'est pas chronologique. Donc, je pense que cette présentation que je vous fais, si vous êtes amené après à voir l'expo, tant mieux, n'est pas perdue parce que, comme je vous l'ai dit pour Matisse, je vous le redis pour Turner, quand vous êtes en visite guidée, vous captez beaucoup de choses, mais parfois, il vous manque le fil conducteur. Alors là, c'est l'occasion, comme on a un peu de temps et qu'on a ce moyen technique, de refaire un peu le point. Les voyages de Turner, au départ, sont en Angleterre et en Écosse parce qu'il ne peut pas aller sur le continent puisqu'il y a la guerre en France, que les Anglais sont en guerre contre les Français. Donc, il va faire un voyage à bas coût. Et en même temps, il va découvrir cette Écosse et qui est quand même une terre étrangère pour les Anglais parce que c'est une autre histoire, parce que ce sont des conflits avec les Anglais, bien sûr.
Londres a été ravagée par les flammes au XVIIe siècle. Elle a donc été reconstruite à la mode moderne au XVIIIe, enfin XVIIe déjà. Et dans le fond, quand il va à Édimbourg, il découvre une architecture de la Renaissance qu'il ne connaissait pas. Et il va faire cette architecture quand même complètement éblouissante. Alors, j'aurais dû mettre un tableau en rapport avec ça, mais je compte sur votre culture. Ça ressemble à du Piranèse. C'est peintre, ce dessinateur italien qui nous met des architectures fantaisistes ou réalistes, mais qu'il associe les unes aux autres. Alors, dans une toute moindre mesure, avec beaucoup moins ce côté fantastique, il y a Hubert Robert chez nous qui faisait ça aussi, qui combinait des architectures les unes à côté des autres. Ce côté catalogage était très à la mode au XVIIIe, mais vous voyez que Turner donne à ça une dimension complètement incroyable par le rôle de la lumière, de la brume, de la technique et puis de la perspective. C'est quelqu'un qui manipule la perspective, ce qui fait qu'on est dans une espèce de désaxement total, on ne sait pas où on est, on ne sait pas si on est en haut, on est toujours bouleversé, et c'est d'autant plus amusant qu'il sera professeur de perspective, vous voyez, à la Royal Academy, donc il faut quand même avouer que ça ne manque pas de piquant. Le Liber Veritatis, c'est un livre gravé de Claude Gelée. Claude Gelée avait souffert en son temps d'être copié. Il y avait des faux tableaux de lui qui circulaient. Et pour essayer de résoudre ce problème, il avait fait un catalogue de son œuvre avec des gravures. Et Turner a découvert ça, et il a voulu faire la même chose. Il l'a intitulé le Liber Studiorum, il a fait graver ses tableaux. Là encore, c'est une démarche qui est étonnante pour un homme de 31 ans, parce que ça suppose qu'il se sent déjà digne d'être étudié. Hein. Le livre de l'étude, ça veut dire. Ça veut dire que les gens vont l'étudier. En Angleterre, je l'ai dit, Claude Gelée a une énorme réputation, à tel point qu'on l'appelle Claude. Et que ce Claude, il va être copié dans le domaine du paysage. En vrai. C'est-à-dire que les Anglais vont vouloir faire des jardins, vont vouloir aménager leurs terres à la mode d'un tableau de Claude Gelée. Et ça va beaucoup conditionner ce que nous appelons le jardin anglais, mais ça va conditionner une dimension plus vaste en Angleterre, c'est que une propriété avec un château, avec un parc autour, avec ses propriétés agricoles plus loin ou autour, n'ont pas de rupture. Vous savez, les jardins à la française, ça va être la clôture, machin, les paysans d'un côté, le propriétaire aristocrate de l'autre, tandis que les Anglais vont brasser cet univers-là. À la fois, c'est une société évidemment extrêmement inégalitaire, avec une mobilité sociale évidemment pas évidente, encore que par l'industrie galopante, ça va le faire. Mais il y a quand même quelque chose, c'est les rapports des gens les uns aux autres sont très très différents des Français. Et d'ailleurs, c'est dû au fait qu'il y a eu des révolutions en Angleterre de manière un peu chronique, donc ça s'est fait un peu différemment. Et un gentleman farmer, un homme qui vit sur ses terres, qui n'a pas les moyens d'aller à Londres et de vivre à Londres, c'est le cas de Mr. et Mrs. Andrew que je vous montre ici, n'a pas de honte à se montrer dans un champ cultivé avec des fagots de blé à droite. Et des Français qui viennent en Angleterre à cette époque sont frappés par la beauté du paysage. Qu'est-ce que c'est la beauté du paysage? C'est pas seulement, peut-être pour vous, la beauté du paysage, ce serait, je sais pas moi, le Vercors, des zones sauvages comme ça, qui ne sont pas, où la main de l'homme apparaît le moins possible. Non, il y a une beauté du paysage, et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, la Normandie, par exemple, sont des terres cultivées, ce sont des prairies, des pâturages, et il y a une beauté du paysage. Par contre, quand vous allez dans ce qu'on appelle la Champagne pouilleuse, je peux vous garantir que là, c'est plat et c'est un peu moins folklorique. Et surtout, les labours à perte de vue, c'est pas forcément toujours très joli. Mais il y avait en Angleterre ce bocage, en fait, cette espèce de gestion. Et puis, tout ça, c'était très intéressant parce que économiquement, ça produit beaucoup mieux. Hein. S'occuper de sa terre, c'est toujours mieux que de pas s'en occuper. Alors, je vous dis ça parce que Turner appartient à ce mouvement où d'abord on va dehors, on marche, on se délecte de ce paysage. Et puis, il y a une autre dimension qui est aussi très anglaise, c'est la dimension du sublime. Alors, c'est sublime, c'est quelque chose que l'on va avoir tendance à dire d'une manière un petit peu surjouée aujourd'hui. À l'époque, ça voulait dire que ça dépasse une réalité prosaïque
pour arriver à une autre dimension. Le sublime, c'est ce qui permet de transcender le réel. En français, pour moi, la première marque du sublime, ça a été le radeau de la Méduse de Jéricho. Parce que le radeau de la Méduse de Jéricho, c'est des hommes, si vous les prenez séparément, qui sont tous très beaux, à moitié dénudés sur un radeau. On sait tous qu'ils vont crever ou qu'ils sont morts ou qu'ils sont pas très en forme, mais Jéricho ne nous peint pas des cadavres, à part leur couleur. Il va peindre des très beaux corps. Par contre, il génère une ambiance où vous savez que c'est dramatique, mais vous n'avez pas sous les yeux, si vous voulez, des squelettes. Parce que, comme je dis toujours, quand on a retrouvé les gens sur le radeau, ils ressemblaient sans doute plus aux personnes qu'on a retrouvées en 1945 dans les camps de concentration que ce que vous voyez sur le tableau de Jéricho. Le sublime, c'est ce qui vous permet d'aborder des sujets tragiques en ayant un plaisir esthétique, en quelque sorte. Et ça, c'est très important en art, parce qu'on se rend compte que quand vous ne faites pas ce travail, l'image ne reste pas, en fait, paradoxalement. Mary Shelley aborde un autre domaine du sublime, et ça c'est très anglais, c'est que les Anglais, et c'est une femme, je vous le rappelle, je vous renvoie à la compagnie des auteurs de France Culture, ils ont fait un très beau épisode sur Mary Shelley, donc écoutez-le, c'est quand même assez délicieux, cette jeune fille qui invente quand même le premier roman d'horreur, elle invente le personnage de Frankenstein, ce qui veut dire que la mièvrerie qui semble être associée à la femme est évidemment un trompe-l'œil, puisque quand elles ont un peu la liberté, eh bien, elles sont capables des créations les plus extraordinaires, en tous les cas effrayantes. C'est le cas de cette histoire. Et le fait d'avoir le goût de se faire peur, c'est quelque chose qui est central dans l'œuvre de Turner. J'ai commencé à le dire. C'est un homme qui cherche les catastrophes, les Vésuves qui explosent, même s'il ne l'a pas vu, les tempêtes au cours desquelles il se fait, paraît-il, accrocher au mât du bateau pour pouvoir profiter de la tempête, tel Ulysse accroché à son mât écoutant les sirènes, et puis bien sûr le Parlement de Londres en proie aux flammes. Alors, je reprends mon parcours historique. Turner devient membre officiel de la Royal Academy, donc il va signer RA en 1801. Il est tout jeune, c'est donc un académicien de 26 ans. Et cet académicien de 26 ans qui a fait des pieds et des mains pour être élu quand même, hein, qui a été très courtisan pour obtenir cette élection. Du jour au lendemain qu'il est élu, tourne Kazakh et considère qu'au contraire, il n'a plus rien à voir avec ces gens. Et ça, c'est très Turner, c'est-à-dire Turner est un mec qui va faire un peu frémir parce qu'il a a priori ce côté très calculateur. Il calculera toute sa vie, mais vraiment avec un sang-froid extraordinaire, pour une seule chose, la peinture. La règle pour lui, c'est qu'est-ce qui est intéressant pour sa peinture. S'il faut gagner de l'argent pour avoir la liberté de faire ce qu'on veut, il va gagner de l'argent. Si pour la peinture, il faut prendre des risques, traverser les Alpes en plein hiver au risque de sa santé, il traversera les Alpes en plein hiver. Il ne faut pas dire qu'il est simplement mercantile ou je ne sais quoi. Turner est un calculateur parce que sa maîtresse, c'est la peinture. Et c'est là où vous voyez le degré peut-être de folie du personnage et puis de passion, et c'est ça qui fait aussi le grand artiste. La liberté, c'est le succès, c'est la liberté. Il faut absolument, à un moment donné, avoir les coups des franches, et il va avoir une chance formidable, c'est que cette époque de l'Angleterre, qui à la fois est une époque riche et en même temps en changement, en transformation, des grandes fortunes existent encore chez les propriétaires terriens, les grands aristocrates. Vous savez, elles vont s'étioler au cours du 19e, hein, jusqu'à ne devenir que les grandes fortunes, ce seront après les industriels à la fin du 19e, et d'ailleurs dès la deuxième moitié du 19e, et les propriétaires terriens ont des problèmes financiers. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les grandes fortunes sont dans les terres et il va s'acoquiner avec de grands aristocrates qui possèdent des grandes propriétés où il se fait inviter. Je vous fais juste un petit clin d'œil pour vous dire, et je l'ai déjà dit quand on a fait l'exposition sur la peinture anglaise au musée du Luxembourg, je ne parlerai pas de la misère, je ne parlerai pas de la situation de la ville, Londres, qui devient une ville gigantesque, titanesque, par l'afflux des gens de la campagne qui viennent travailler dans les manufactures. Et ça c'est un changement d'époque, d'échelle, et puis des problèmes sociaux qui vont arriver. Tout ça, je ne dis pas qu'on s'en fout, parce que je crois que Turner était sensible quand même à la question, mais il ne l'abordera jamais dans sa peinture, ce n'est pas la question.
Lord Egremont, château de Petworth. C'est notre premier voyage. En général, on n'est pas très loin de Londres. Ce sont des régions qu'il sillonne. La propriété est absolument superbe. Nous voyons ici ce travail du vallonnage, de la pelouse, du lac artificiel, de la rivière. Et donc, tout ça, évidemment, c'est créé par un artiste paysagiste qui a créé ce paysage. Lord Egremont appartient à cette catégorie des lords qui ont derrière eux une vie de bâton de chaise. Il a été très proche de Georges III dans sa jeunesse, quand ce dernier faisait les 400 coups. Il a eu, paraît-il, 47, je crois, enfants, donc a priori pas de la même femme. Et mieux que tout, il vit maritalement avec sa maîtresse. Bon, donc tout ça conditionne un homme qui s'est fait exclure des cadres de la société parce qu'il ne va plus être reçu, comme on dit communément. Mais il s'en fout parce que c'est lui qui reçoit, et il reçoit avec une énorme générosité, table ouverte. Je crois qu'il y a plus de 250 chambres dans son château. Alors voilà, vous pouvez être reçu, c'est ce que sera Turner. Il va, dans ses carnets, raconter les soirées musicales, les dîners, etc. C'est vachement intéressant pour un artiste parce que Lord Petworth ne demande jamais à être payé en tableau, par exemple, ce qui était souvent le cas. En fait, ne demande pas grand-chose. Inviter un peintre à cette époque, c'est comme si vous aviez un meuble en plus, si vous voulez, parce que vos invités vont le voir travailler, il va dessiner en plein air. Vous voyez, ça agrémente le paysage, en fait. Et ça, c'est très intéressant parce que Turner a derrière ce côté bourru et plutôt peu malcommode, ce monsieur, on le voit, s'est parfaitement créé autour de lui ce qu'on appellerait aujourd'hui le buzz, c'est-à-dire qu'il sait faire de l'événement. Et dans le fond, il sera très apprécié par ce Lord Egremont parce qu'il n'est pas courtisan, il ne cherche pas à plaire, il est même pour l'époque, il invente l'archétype de l'artiste en fait. Et du coup, il va faire un certain nombre de tableaux dans ce château, dont celui que je vous montre là, qui est assez génial, qui ne sera pas dans l'exposition, c'est pas une aquarelle, c'est une peinture à l'huile. Il est génial parce qu'il est panoramique, parce qu'il est dérangeant, on a du mal de comprendre ce qu'on voit. On a à droite des daims, à gauche une litanie de chiens de chasse, et évidemment ça colle pas parce que normalement les chiens de chasse courent après les daims, donc là c'est pas le cas. Et puis on a cet éblouissement de lumière jaune au centre et surtout cet effet de panorama, d'extension. J'ai encore des gens qui arrivent, non mais ça c'est dingue, voilà. Alors, de toute façon, que ce soit en visio ou en vrai, on a toujours des retardataires. Ça ne change rien. Et là, on ne va pas pouvoir me dire que c'est le métro qui était en retard. Alors, quoi qu'il en soit, ce travail de Turner autour de ce château nous amène justement, je viens de le dire, à l'apparition de cette couleur jaune qui est marquée, qui est étalée, qui est grattée sur la surface de la peinture et qui va de plus en plus faire parler d'elle jusqu'à devenir la couleur turnerienne par excellence. Sir Richard Colt Orr est un aristocrate qui va créer ses jardins à partir d'un tableau de Claude Gelée, et là vous en avez un peu la trace. On a le pont paladien, dit-on, la retenue d'eau et le petit temple antique à l'arrière. C'est un aristocrate qui commande à Turner un pendant. Donc, je ne vous explique pas à vous ce que c'est qu'un pendant. On a le tableau du XVIIe siècle de Van de Velde le Jeune à gauche, et à droite, on a le tableau que crée Turner. Vous remarquerez que quand on fait un pendant, on est censé avoir la même taille. Et ben, pas du tout. Turner n'a pas choisi de peindre le même format. Il est un peu plus grand, le sien. Ça montre aussi le personnage. Quoi qu'il en soit, dans ce tableau de Turner, alors moi j'ai plein de fenêtres partout qui m'embêtent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la peinture plus épaisse et plus blanche au niveau des remous. On voit que le bateau penche encore plus et que les contrastes entre le noir et le clair sont encore plus forts. C'est sa manière à lui, évidemment, de jouer sur le format. Alors, dans l'exposition Jacques Marandré, il y a quelques aquarelles sur l'abbaye de Fonthill Abbey, qui est à quelques encablures de Londres, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est une ruine. Non, c'est même plus une ruine, je crois que c'est plus rien d'ailleurs. Ça a été une création complètement fantasque du propriétaire avec son architecte ami.
qui s'appelle Wallace, et qui va créer un palais. Au départ, je crois qu'il voulait justement faire une ruine, et puis finalement, il s'est dit, oh non, je vais pas faire une ruine, je vais faire une vraie architecture. Et comme il aimait beaucoup la cathédrale de Salisbury, il a commencé à faire une verticalité à la manière de la cathédrale, de la flèche de cathédrale. Après, il a rajouté des effets de cloître, et puis, enfin, c'est une espèce de méli-mélo d'éléments d'architecture. Et Turner est assez souvent invité parce qu'il est ami avec l'architecte qui a créé cette fantaisie. D'ailleurs, je crois même que Turner a aidé à la création en termes architectural. Et du coup, il fait des campagnes de peinture autour de cette apparition. Alors, comme au départ, le propriétaire voulait faire une ruine, je vous rappelle qu'une ruine, c'est un élément de paysage, c'est-à-dire qu'on aimait bien voir une ruine dans le paysage. Donc évidemment, elle est en hauteur, elle est très visible à des miles autour, et c'est ça qui permet aussi d'avoir cet effet de paysage. Alors, comme je vous l'ai dit, l'architecture n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle s'est effondrée peu de temps après, d'ailleurs, sa réalisation. Donc, vous pouvez jouer à Minecraft si vous êtes amateur de jeux vidéo, et vous pouvez reconstruire le château. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans le genre-là, j'arrive pas, je suis nulle en jeu, mais il paraît que ça permet de renouer avec l'histoire parfois, parce que de plus en plus les jeux vidéo utilisent bien des sujets historiques comme ce genre de choses. Alors, le vrai copain dans tout ça, c'était pas les lords, hein, les lords ne sont pas des amis, c'est un député Wicks, donc c'est un membre de la Chambre des communes, qui a une vie, somme toute, extrêmement confortable, à Farney Hall, c'est un chasseur, et Turner est très chasseur aussi, donc on a, encore une fois, une campagne giboyeuse aux alentours, une propriété extrêmement confortable, qui aujourd'hui ne ressemble plus à rien, elle a été un peu bétonnée, mais à l'époque, qui était charmante. On y voit ces peintures claires au mur, ces stucs pour le plafond, ces grandes ouvertures de fenêtres et ces meubles de bois clair. Hein, c'est vraiment, voilà, ça c'est la mode de l'époque, c'est ce confort du château anglais du XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est très étonnant parce qu'au XIXe, ils referont leurs aménagements intérieurs d'une manière souvent beaucoup plus sombre. Là, c'était vraiment la mode très lumineuse. Et dans cet intérieur très lumineux, vous avez ce grand tableau, qui est le tableau de Turner, qui s'appelle La vue de Dordrecht. Où on voit que sur un format quand même assez grand, qui est un format de peinture d'histoire, Turner fait de la peinture toujours inspirée de la peinture hollandaise, qui reste une référence, puisqu'en plus c'est Dordrecht, en plus avec cette cathédrale qui apparaît en pleine lumière à l'arrière-plan, là un espace extrêmement plat, et ce clapotis de l'eau, pour une fois il n'y a pas de drame, hein, c'est extrêmement paisible, mais par contre il y a cette force de la lumière jaune que vous voyez et qui illumine tous les aspects du tableau. Alors, on s'est pas mal baladé en Angleterre, mais revenons à Londres. Alors, quand on revient à Londres, c'est pour faire parler de soi, parce qu'on exige d'être accroché à la Royal Academy de la meilleure manière possible, c'est-à-dire que quand on voit les accrochages de l'époque, évidemment, c'est un peu chargé, et il n'y a qu'un seul endroit qui est possible, c'est celui-ci, c'est celui que vous avez là, voilà. Et donc, cet accrochage, eh bien, Turner va exiger l'obtenir la plupart du temps, enfin en vieillissant en tous les cas, il va devenir extrêmement pénible. Et il a un jour eu la désagréable surprise d'être accroché à côté du tableau que je vous montre là, qui est un tableau de John Constable, qui nous parle de l'inauguration du pont de Waterloo. Donc, c'est pour ça qu'on a de la fumée à l'arrière-plan. On a ces espèces de gondoles, la façon Venise, très rouge. C'est une peinture extrêmement grumeleuse. La légende veut que Constable ait mis 10 ans à le peindre. Donc, forcément, il y a un peu de peinture dessus. À l'inverse, Turner, lui, présente ce tableau, la ville d'Utrecht, alors qui n'a rien à voir avec la ville d'Utrecht, si ce n'est que c'est le nom du bateau. D'ailleurs, vous voyez, les trois mâts sont encore là avec les grands voiliers. On a eu jusqu'à présent beaucoup de bateaux de pêcheurs. Là, vous avez un vrai bateau de guerre. Et ce grand bateau, il s'appelle la ville d'Utrecht. Bon. Et la peinture est dans les teintes froides, extrêmement lavée. D'ailleurs, lavée comme le ciel peut être lavé parfois par la lumière et l'eau. Et l'eau est très froide aussi, c'est une eau mousseuse blanche. Et tout ça paraît extrêmement terne
à côté du tableau de Constable. Et pour remédier à cela, Turner rajoute cette petite bouée rouge, qui n'est pas si petite d'ailleurs, sur la mer Blanche. Et l'histoire est racontée comme ça. Alors dans le film, c'est plus explicite, puisque nous voyons que Turner met un point rouge sanguinolent au milieu de son tableau. Et les spectateurs en sont ébahis, d'abord parce qu'il fait ça devant tout le monde, et je vous ai déjà parlé de ce sens de l'événement qu'avait Turner. Je ne sais pas s'il fait exprès ou pas, mais je pense qu'il faisait exprès dans le sens où il était... Non, il n'est pas exprès, en tout cas, il est suffisamment gonflé pour arriver à cette liberté. Et aujourd'hui, c'est une bouée, mais je crois qu'au départ, c'était un point rouge. Donc après, il l'a modifié. Nous sommes au vernissage. Vous savez que le terme de vernissage vient du fait qu'on vernissait les tableaux à la base lors de cette ouverture. Et Turner va prendre l'habitude de ne pas faire que de vernir son tableau, mais il va le terminer. Et ça, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Alors, toujours est-il que, regardez, à côté, vous avez le tableau de Constable et vous pouvez voir qu'il n'est pas petit du tout. C'est un grand tableau et très rouge. Et lui, il a son tableau plus petit, froid, avec ce point rouge qu'il rajoute. Alors, ça fera parler parce que Constable dira, il s'est approché de là et il a tiré un coup de fusil. Alors, je ne sais pas si c'est le coup de fusil parce qu'il va tuer Constable ce jour-là, peut-être, en tout cas, il va être son ennemi. Alors, je crois un peu que le pauvre John était, lui, pas du tout un belliqueux à la base de Turner. Turner, c'est un mauvais joueur et qui a des amis, mais bon, c'est des amis quand ça va comme il veut, quoi. D'ailleurs, ça va tellement pas comme il veut à la Royal Academy que très vite, en 1802, et ça je trouve ça incroyable, il est académicien depuis 1 an, il est très jeune, il a 27 ans, il décide d'ouvrir sa propre galerie. Il ouvre sa propre galerie pour y exposer ses tableaux toute l'année. Et d'ailleurs, cette galerie est tenue par son papa qui vous reçoit toute l'année, vous parle de son fils, etc. Et ça va évidemment à jouer un rôle dans le fait de trouver des acheteurs voyageurs, parce que les Anglais, au 18e, début 19e siècle, ce sont eux qui abordent le monde, vous savez, ils veulent monter au sommet du Mont Blanc, ce sont eux qui vont aller chercher les passages du nord et du sud au niveau des pôles. Ils ne vont pas y arriver d'ailleurs, c'est les Norvégiens qui arriveront. Mais en tout cas, ils lancent de grandes expéditions. En fait, ce sont des gens qui font des expéditions. Et ça contamine complètement l'état d'esprit turnerien, en tout cas, ou alors c'est l'inverse, j'en sais rien, mais Turner est un artiste voyageur. C'est un artiste qui prépare ses voyages, il en fait alors de manière extrêmement régulière, c'est-à-dire tous les ans. Il part en campagne, il part l'été, mais il peut parfois s'attarder jusqu'au début de l'hiver. Il reste donc plusieurs mois à l'étranger, de 1815 à 1844. Ses voyages sont seuls, il n'amène pas des copains. Il se munit d'un parapluie, j'allais dire d'un sac à dos, en tout cas d'un bagage extrêmement limité. Il a de quoi écrire et bien sûr dessiner, donc les carnets. Et puis de bonnes chaussures parce que Turner fait une partie du voyage à pied. Alors quand il va vieillir, ce sera un peu moins à pied, mais au départ, il est capable de faire Rouen-Paris à pied, par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment un temps du voyage qui est pas du tout le nôtre aujourd'hui. Hein. Vous imaginez traverser les Alpes en diligence à l'époque, c'est un truc de fou quand même, parce que franchir un col, ça pouvait vous prendre 2 jours. Donc non, c'est vraiment de l'aventure en fait. Les voyages de Turner, ce sont des aventures. Et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, parce qu'on cherche sur des vieilles cartes, qu'est-ce qu'il a vu, de quel point de vue il s'est placé, etc. Alors, en tout cas, Turner prend des notes dans ses carnets et parfois fait des vrais dessins très aboutis parce qu'il a toujours un optique derrière tout ça. Il veut en faire des gravures et ces gravures, il souhaite les publier. Donc, c'est ce que je vous montre là et d'ailleurs, je vous le montre dans le sens où ça a, si vous voulez, quelque chose d'un peu raté, parce que c'est compliqué de graver des aquarelles, en fait. Hein. C'est pas la même personne qui dessine et qui grave. Alors, durant ces voyages, il y a effectivement la conception, je l'ai dit, de l'aventure, qui va se doubler d'une conception climatologique.
C'est-à-dire que Turner va être un climatologue, il va chercher les tempêtes et les phénomènes naturels en termes de climat. Et plus vous êtes sur des zones extrêmes, comme les mers ou les montagnes, plus vous avez de chances de vivre des phénomènes assez forts. Donc, c'est exactement ce qu'il va chercher. Et ça va donner évidemment à ces aquarelles ou à ces peintures un mélange étonnant entre, a priori, une transcription du voyage très réaliste, les diligences, les chevaux, les accidents, les gens qui sont là. Parfois, il y a même des notations très techniques. Messieurs les voyageurs au retour d'Italie, par la diligence, pas par avion, hein, on s'en serait douté, dans une tempête de neige, sur la montagne de Tarare, et vous avez la date, 22 janvier 1829. Donc, vous voyez que là, on vous canalise l'extrait, on vous dit, voilà, c'est la réalité. Mais après, le résultat produit, ça dépasse la réalité. C'est bien là où ça n'est pas un impressionniste, Monsieur Turner. Quand après, il vous met cette place importante du ciel ravagée par la zone noire, la zone claire, ou que, à l'inverse de ce que moi j'aurais fait si j'avais été témoin de cet épisode tragique de la diligence renversée en pleine nuit, où il faut faire un énorme feu avec ce qu'on trouve pour pouvoir signaler aux habitants de la vallée que l'on est en perdition. Donc, c'est quand même un peu tendu, hein, on va passer la nuit là, il fait tellement froid, raconte Turner, que les portes de la diligence sont gelées. Il y a un cheval qui meurt, enfin bon, bref, je vous passe les détails, en tout cas, c'est ce qu'il va raconter. Et au lieu de vous approcher, et quelqu'un comme par exemple, je sais pas moi, Paul Delaroche, vous aurez fait des gens comme ça, des visages effrayés, etc. Non, Turner s'intéresse à l'effet du feu dans la nuit bleue, avec cet éclairage de la lune blanche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il transcende ce réel pour parfois nous donner une impression où on est perdu en fait. On ne sait plus ce qu'on voit, c'est comme cette avalanche qu'il a peinte, avant même d'avoir vu une avalanche d'ailleurs, parce qu'il a peint cette avalanche d'après le modèle que je vous montre là de Lutherbourg. Et c'est un rapprochement qui est assez amusant parce que vous voyez que l'avalanche de Turner nous montre une masse de neige qui vient vers vous en emportant des morceaux de rochers, des morceaux d'arbres, et que tout ça, c'est pas en perspective, en diagonale, etc. Alors qu'au moins l'avalanche de Lutherbourg, on sait de quoi on parle. C'est quand même un peu plus clair à voir. Hein. On a bien un premier plan avec une diagonale noire. Après, derrière, on a la zone blanche de la neige et des rochers. Et puis surtout, on vous a rajouté des petits bonhommes, histoire que vous ayez l'idée de la taille de ces phénomènes. Là où Turner vous bouleverse complètement la vision et balaye son tableau comme ça à grande brassée et nous perd. Il nous perd dans l'espace, il nous perd dans le temps, parce que là, tout à coup, nous voici en présence d'Hannibal. Vous voyez, on n'a rien demandé, mais voilà qu'on nous parle de Hannibal traversant les Alpes. Je crois qu'il a parlé d'Hannibal vivant des phénomènes climatiques extrêmes dans les Alpes, parce qu'il aurait aimé parler de Napoléon, mais il n'a pas osé parce que c'est quand même un Anglais. Napoléon, tout simplement parce qu'en 1802, Turner a été un des rares Anglais à profiter de la trêve entre les Anglais et les Français. Je crois que la trêve a duré moins d'1 an, donc il fallait se dépêcher pour aller sur le continent et voir Paris pour la première fois. Donc il est allé voir Paris, il est allé au musée, et il a vu l'exposition annuelle de la peinture française. Et il a découvert ce tableau de Napoléon franchissant le col du Saint-Bernard, signé David. Et ça lui a donné cette idée que passer… À ma conférence sur Turner. Bon, là, il y a quelqu'un qui parle, donc il faut couper le micro. Parce que sinon, je suis obligée d'arrêter toute la conférence pour vous couper le micro. Donc, je ne le répète pas 2 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, au lieu de parler dans le fond de Napoléon, parce que bon, je pense que ça n'aura pas été bien vendu, il a choisi ce sujet historique. Et je crois que c'est ça qui est très important à comprendre. On en reparlera après avec le phénomène du train. C'est que Turner n'est pas quelqu'un qui est coupé de l'histoire de l'art ou de l'histoire tout court. Quand il voit un paysage, quand il voit la nature, il perçoit aussi la profondeur historique qu'il y a derrière. C'est ce qui fait de
de lui un romantique. Quand il voit un château, même s'il le peint ébloui dans la lumière, etc., il lui donne cette dimension romanesque. Et c'est la beauté, en fait, du paysage turnerien aussi qui est derrière tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui bouleverse souvent le public, parce qu'on a fait trop souvent de Turner un artiste qui aurait inventé l'art abstrait, ce qui est possible ou pas possible, je pense pas, mais je pense surtout que c'est quelqu'un qui nous montre un rêve éveillé, fait d'architecture, de soleil et de lumière. Regardez comment il peint Rome. Avec ses teintes nacrées, rosées, jaunes, avec cette minutie par endroits. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que cet homme qui a étudié l'art à partir de l'architecture, rappelez-vous, n'a jamais perdu cette capacité extrêmement minutieuse à transcrire la réalité. Quand vous le verrez à la fin de sa carrière barbouillée à grands pas, il y a toujours une zone dans les tableaux, même les plus barbouillés, très très minutieuse. Alors là, c'est un tableau qui est assez génial parce que j'ai dit qu'il était professeur de perspective. Et là, dans le genre la perspective un peu compliquée, il n'y a pas mieux. À droite, vous avez une enfilade d'arcades. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Après, moi, je suis dans une arcade. Là, ça va beaucoup moins bien parce qu'en fait, l'arcade, elle est là, hein, c'est la même. Hein. Donc, vous voyez qu'elle se dilate. Et dans la dilatation de l'arcade, on a des tout petits personnages très loin de nous, alors qu'a priori, vous avez vu la largeur de cette loggia, donc c'est pas immense. Sauf que vous avez l'impression d'être très loin et très haut, on est des géants. Et on regarde donc dans cette loggia qui devient absolument immense le personnage de Raphaël. En plus, si c'est Raphaël, c'est un peu compliqué parce que Raphaël n'est pas né à l'époque où on a construit la colonnade du Bernin. Donc, vous voyez qu'il est en plus tout à fait modifié. Je crois qu'il y a ce phénomène de liberté. Et Turner a fait des cours incompréhensibles sur la perspective dans laquelle il explique que il faut avoir cette mobilité du visage et du regard. C'est-à-dire qu'il faut être capable en permanence de ne pas être comme au théâtre, dans son fauteuil avec une seule point de vue, mais peindre comme si l'on bougeait. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui fait ces effets comme ça, un petit peu de dilatation et de rétraction que l'on a dans sa peinture. Alors, l'Italie l'a beaucoup déçu d'abord. Ça nous étonne parce que l'Italie, c'est quand même le rêve éveillé pour les Anglais. Je pense qu'il en a trop rêvé de l'Italie avant de la voir. Alors, quand on espère trop de quelque chose, on est toujours déçu. Et puis, l'Italie, c'est pas l'Italie qui le déplaît beaucoup, je crois, c'est Rome. Rome le déçoit énormément. Et cette déception sur Rome, eh bien, va l'amener à quitter très vite et à chercher, là encore, un repli littéraire. Donc, c'est là où vous voyez le lien entre la littérature, la poésie, l'histoire et la peinture. C'est le périple de Harold, le pèlerinage d'Harold. C'est un récit de Byron. Je crois que c'est une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, très inspirante pour l'époque, puisque Berlioz va en faire aussi une, je crois, symphonie, ou en tous les cas, une pièce musicale, je ne sais plus de quel ordre. Le lieu qui va plaire, mais vraiment fondamentalement à Turner, où il va se rendre plusieurs fois, c'est Venise. Venise, c'est la ville qui lui correspond. D'ailleurs, elle est faite pour lui. C'est de l'eau et c'est du ciel. C'est surtout plein d'histoires, Venise. Venise, c'est chargé. C'est chargé de monuments, c'est chargé de personnages, c'est chargé de beauté. Et c'est une ville qui est peinte comme pour un tableau, qui est faite pour un tableau, vous le savez. Canaletto l'a su d'autant plus que lui, il a en trichant aussi sur la perspective, mais jouer sur les vues. Il a inventé comme la vedute, la vue de ville à partir de Venise. Et puis, il y a dans Venise cette possibilité aussi de mélancolie, je crois. Et c'est cette mélancolie qui plaît. Parce que la ville que découvre Turner en 19e siècle, c'est une ville triste, c'est une ville soumise. Vous savez qu'elle est tombée, que la Sérénissime n'existe plus, que le Sénat est vide, qu'elle n'est plus rien, elle n'est plus une république fière. Et pourtant, je pense que les Grimaldi, les grandes familles sont toujours là, sauf qu'elles sont pauvres, elles vivent parfois médiocrement, et on voit comme ça des vieux sénateurs en perruquier dans les rues encore. Alors là, Turner, il est aux anges, quoi. Et du coup, il y a cette forte mélancolie dans sa peinture, il y a des zones de noir,
profondes. Par exemple, les gondoles sont noires. Mais tout le monde sait que Venise est toujours entre la féerie et la mélancolie. Les palais qui s'effondrent, l'eau un peu craspouille par moments, enfin des éléments, d'ailleurs on n'arrête pas de dire que Venise s'enfonce sans les eaux, mais ça on a commencé à le dire très tôt. Donc il y a toujours ce sentiment un peu de faim, en tous les cas, de danger d'une faim qui est là. Et ça lui plaît évidemment beaucoup. L'incendie de la peinture, ça commence avec un vrai incendie en 1834. Le Parlement de Londres brûle. Je sais que nous avons connu, nous, dans notre histoire récente, un incendie d'un bâtiment historique qui nous a traumatisés. Mais cette histoire de flamme chez les Anglais, pour l'époque, est encore plus perturbante parce que l'Angleterre vit un parlementarisme extrêmement tendu. Hein. Vous savez que c'est quand même une lutte permanente. Et le Parlement anglais incarne les luttes politiques de l'Angleterre depuis le XIIIe siècle. Donc le fait qu'il brûle, c'est quelque chose qui n'est pas que la perte d'un patrimoine ou d'une histoire, c'est de droit dont il s'agit. Et ça, c'est évidemment très inquiétant. À gauche, il y a une zone en flammes, donc toute jaune, mais très épaisse, très phosphorescente, très violente. Donc elle est tellement violente que non seulement elle brûle le palais, mais j'ai envie de dire elle brûle la toile, quoi. Il n'y a plus rien qui est visible. Et à droite, dans des peintures plus froides et donc plus claires, il y a ce pont blanc qui par endroits est très minutieusement décrit, et puis ce ciel bleu nuit. Et vous voyez qu'il y a une dualité dans le tableau entre le jaune et le bleu. Et c'est la même chose que vous retrouvez ici. La partie centrale, cette fois-ci, est jaune et la partie autour bleue ou blanche qui apparaît avec des zones extrêmement décrites. Turner réfléchit beaucoup sur cette histoire de dualité. Regardez, il va exposer des tableaux plutôt jaune d'un côté, plutôt bleu de l'autre, donc ça n'est pas un hasard. Alors là, ce sont deux tableaux qui sont assez incroyables. Il y en a un qui parle des négriers qui balancent leurs esclaves, enfin les gens qu'ils transportent par-dessus bord. C'est une histoire qui est d'ailleurs assez historique parce que c'est comme la traite des Noirs n'existe plus, les Anglais pourchassent ceux qui continuent de pratiquer ça et pour éviter d'être attrapés, eh bien, on balance la cargaison humaine par-dessus bord. Et tout ça est vu comme ça avec une teinte jaune et blanche, donc on voit quasiment plus rien. Et de l'autre côté, c'est un truc très technique, c'est des feux de signalisation, je crois, pour orienter les bateaux. Donc vous voyez qu'on a une thématique humaine assez violente et l'autre beaucoup plus technique. Et pour montrer que Turner a cet intellectualisme, en fait, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Je vous ai dit qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études, mais ça ne veut pas dire d'abord qu'il n'est pas intelligent, c'est tout le contraire. Mais ce n'est pas non plus parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on n'est pas capable d'avoir cette profondeur de réflexion. Je crois même que dans les artistes, c'est même proportionnellement inverse. Parfois, les gens qui ont fait beaucoup d'études deviennent très formels et n'ont plus cette capacité d'avoir l'enthousiasme de la découverte intellectuelle. Turner ressemble un peu à Rodin. Parce que c'est des gens qui ont tout appris par eux-mêmes et il est féru de poésie, d'ailleurs il compose de la poésie, il est féru de littérature et donc de théorie aussi artistique. Comme il s'exprimait très mal, les gens ne comprenaient rien de ce qu'il disait, il bafouille, il est incapable d'obtenir une conférence et ça l'a beaucoup discrédité. Les contemporains ont commencé à se moquer de lui parce qu'il n'était pas capable d'exprimer ses idées compliquées. Pour un Anglais, il aurait dû être attiré par Newton, or il a été attiré par Goethe. Ce qui est un petit peu original parce que Goethe d'abord c'est un Allemand, mais c'est surtout qu'il a une théorie des couleurs, comme je l'ai déjà raconté, qui était fausse, physiquement parlant, puisqu'il dit que toutes les couleurs tiennent entre l'ombre et la lumière c'est le jaune et l'ombre c'est le bleu. Et à partir de là, vous avez les dégradés de couleurs. Et c'est pour ça que toute cette dualité jaune et bleu est liée à cette idée entre l'ombre et la lumière. Turner pratiquait le happening. Ça, c'est pas un tableau de lui, c'est un tableau de ses contemporains, une petite croûte, qui vous montre que Turner peignait en public
sous le regard ébahi, parce qu'au vernissage, il ne va plus simplement vernir les tableaux, il va les finir. Et il va amener des tableaux qui sont souvent en voie d'être faits, et il va les terminer sous l'œil de ses contemporains. Alors, pas ce tableau-là, parce que ce tableau-là fait partie encore de la gamme très finie, mais des tableaux que je vais vous montrer après. Alors, vous le reconnaissez, c'était mon tableau du début. Et dans le film, d'ailleurs, ça donne lieu à cette retranscription très réaliste. Et ça, c'est intéressant d'ailleurs. Le film a eu le reproche d'avoir essayé de coller trop au tableau. Alors, c'est un reproche parce qu'on a trouvé que c'était un peu puéril et que ce n'était pas le rôle du cinéma que de faire ça. Moi, je n'ai pas une opinion du cinéma, j'ai une opinion en histoire de l'art. C'est très intéressant ce travail qu'ils ont fait au cinéma de représenter, de recréer les paysages, justement parce que ça a donné l'idée aux gens qui avaient vu le film et qui après ont écouté ma conférence, ils avaient l'idée que Turner c'était un Monet, c'était quelqu'un qui faisait la transcription du réel, parce que dans le film on montre ça justement, qui transcrit le réel. Et moi, j'ai pas arrêté de dire qu'il allait au-delà de ce réel, je l'ai appelé menteur magnifique. Donc les gens n'ont pas compris. Alors peut-être il faut comprendre avec ça. Vous voyez, ça c'est le film qui fait un travail extraordinaire pour représenter l'image de Turner. Et à mon avis, c'est un échec, pas du cinéma, mais c'est un échec intéressant, parce que voilà le tableau. Et le tableau, bien évidemment, va au-delà de cette réalité. Regardez l'allure du bateau. Bon. Là, vous avez ce bateau fantomatique, blanc, déjà, donc il ne peut pas être blanc dans la réalité, il devient blanc parce qu'on décide de le peindre blanc, parce qu'il est blanc comme un fantôme en fait. Vous avez devant ce remorqueur qui crache, mais il ne crache pas du feu, il crache des flammes, ce qui n'est pas possible, évidemment. Je crois que si vous avez une cheminée qui crache des flammes comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc vous voyez, ça c'est des points de détail. Mais après, il y a toute l'ambiance qui va avec. Et c'est bien pour ça que c'est romantique, en fait. Et c'est ce que j'ai appelé quand j'ai parlé de sublime. Si vous faites une transcription juste du réel, vous n'obtenez pas cette dimension du sublime. Le sublime doit vous amener cette part de poésie qu'on peut à tout instant avoir sur la réalité. On peut être très poète devant la réalité, mais à condition d'avoir cette sensibilité. Ce n'est pas une simple retranscription du réel. Alors, ce travail va l'amener effectivement, ce qu'on vient de voir avec le vapeur qui crache sa fumée, c'est que le monde change. Nous sommes sur un passage d'un univers à l'autre, c'est l'arrivée du moteur à vapeur, du bateau donc à vapeur qui va remplacer les grands trois-mâts. Il faut bien le dire, moi j'ai toujours été frappée par ça quand j'avais travaillé sur les bateaux de croisière, les premiers steamers, etc. Les premiers bateaux à moteur à aube, c'est pas des beaux bateaux, hein, c'est des bateaux qui sont assez moches. Et d'ailleurs, il va falloir redessiner ce que c'est qu'un bateau avec le moteur. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Et c'est bien le constat que fait Turner, c'est-à-dire qu'on passe de l'efficacité technologique, c'est sûr, on passe à l'efficacité technologique, mais on perd l'esthétique, on perd la force de la poésie qu'avaient ces grands trois-mâts. Et nous, on le sait très bien, c'est que quand on se pique de vouloir refaire un grand bateau, comme à l'époque de Louis XIV, on a quelque chose de magnifique. Enfin, c'est plein d'émotions. En plus, c'est plein de matière vivante, parce que le bois, c'est vivant et tout ça. Alors, c'est sûr qu'après, on passe au métal. Et Turner assiste à ça. Est-ce qu'il est mélancolique? Je ne sais pas. Mélancolique, oui. Est-ce qu'il est pessimiste? Je ne crois pas. Je ne dis pas que Turner vous dit, oh là là, vous allez aller vers un monde horrible, chers amis. Non, il dit, ça va s'accélérer, ça va se noircir, ça c'est vrai. Il voit un monde noir qui arrive, ça va aller vite et ça va changer l'espace-temps. Et c'est ça qui est intéressant dans sa peinture, c'est qu'il accélère la vitesse de peinture en même temps que le monde accélère. Le train qui est sur ce pont, vous avez vu, le pont il est noir et le pont blanc il est là. Le pont blanc, c'est un pont de pierre sur lequel le train ne passera pas. Le train est obligé de passer sur un nouveau pont métallique que l'on construit pour lui.
Autour, il y a le temps arrêté, une petite barque ici, toute mignonne. Vous ne le voyez pas là, mais il y a des nymphes qui dansent, des femmes en blanc qui dansent. Rien à voir en fait avec l'espace de cette cheminée noire. Et ici, il y a des blés. Et en fait, cette traversée comme ça du train à vapeur à l'intérieur de ce paysage, c'est une coulée, c'est une saignée aussi. Hein. C'est-à-dire que tout, si vous faites abstraction du pont et du train, tout le reste autour est dans des teintes jaunes et bleues. Et là, il y a cette masse sombre au milieu, parce que c'est évidemment tracé dans le vif. Alors, je vous renvoie à une série qui s'appelle, ou un livre qui s'appelle Cranford. Je ne sais plus c'est de qui, je crois que c'est d'Elisabeth Gaskell, qui raconte l'arrivée du train dans la campagne anglaise et tout ce que ça amène des mois. Et justement, c'est ça que Monet ne racontera jamais. Monet ne va jamais vous raconter la saignée de ce qu'est la voie de chemin de fer dans le paysage. Monet constate l'arrivée du train à Argenteuil. Tchou-tchou, c'est entre chien et loup. C'est ce moment très... que j'adore en fait, surtout dans un paysage enneigé, c'est-à-dire où vous avez encore un peu de lumière, mais plus vraiment, il est 4 heures de l'après-midi, dans 2 minutes il fera nuit noire, et donc on a les phares du train qui comme ça percent, la lumière, la neige assourdit les bruits, et c'est ça qu'on arrive à restituer dans la peinture de Monet. On a le bruit, on a le temps, on a l'instant qui est là. Par contre, il n'y a pas de réflexion sur la brutalité ou tout ce que ça peut supposer. Et Turner, lui, est cosmique en fait. Il ne voit pas le train comme le train, il voit le train dans cet aspect de lieu, de temps, de lumière, et donc tout ça ensemble, avec ce grand ange là qui vous tournicote sa baguette magique et qui vous fait cette grande auréole d'or tout autour de lui. J'ai pas pu m'empêcher de vous montrer un ange de la croix, et c'est quand même fou de se dire que l'ange de la croix, il est 20 ans plus jeune que l'ange Turner. Et pourtant, vous voyez qu'on est sur une dimension complètement autre. Et pourtant, le tableau de Delacroix de la Chapelle Saint-Sulpice, c'est un sommet de son travail et c'est un sommet de modernité. Mais vous voyez que Turner est dans un autre espace, pour le coup un autre espace-temps. C'est un drôle de Gugus hein, qui a par exemple pris goût à se faire appeler sous un faux nom, à semer les gens qui voulaient savoir où il habitait. Donc on ne savait pas où il habitait vraiment, il avait une fausse adresse. Et il a préparé sa postérité, il a légué plus de 20 000 pièces à l'État anglais, qui va obliger l'Angleterre à créer la Tate Gallery, avec Ruskin qui va orchestrer cette succession, malheureusement en éliminant ce qui ne lui plaisait pas, c'est-à-dire qu'il a éliminé toutes les œuvres grivoises de Turner. Donc nous aurons l'impression d'un artiste ascétique. D'autant qu'on ne lui connaît pas beaucoup de femmes. Il a eu une maîtresse jeune à qui il a fait 2 enfants, qu'il n'a jamais reconnue, mais quand même sur le testament, il leur donne 100 livres par an. Pas pour une personne, hein, pour les 3. Pour vous donner une échelle, un tableau de Turner vaut 350 livres, donc un tableau. Donc en leur donnant 3 livres, 100 livres par an pour 3, il n'était pas spécialement généreux. Par contre, il donne tout à l'État anglais, et là, pour le coup, il est très généreux. Ce n'est pas par générosité qu'il le fait, c'est pour sa postérité. C'est-à-dire parce qu'il a conscience d'être génial, et il veut que ça reste. Et vous savez, il faudra attendre le XXe siècle pour avoir cette conception d'organisation, pour organiser cette succession ou cette postérité de la sorte. Turner, c'est Régulus. Alors, Régulus, c'est l'histoire du général carthaginois qui est mis à mort par les Romains en ayant les paupières arrachées, exposé au soleil dans le port de Carthage. Et donc, le général va périr d'abord en devenant aveugle. Hein. Il va se dessécher au soleil. C'est charmant. Et là, ce qui est génial dans le tableau de Turner, c'est que vous ne verrez pas Régulus dans le tableau parce que vous êtes Régulus. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes ébloui, c'est à vous qu'on a arraché les paupières et c'est pour ça que vous avez ce soleil blanc dans l'œil. Ce qui est très important dans ce que je raconte, c'est que Turner invente le spectateur-acteur. Vous n'êtes pas en train de lire l'histoire comme un tableau d'histoire où il faut savoir le lire, vous êtes l'histoire. Et c'est ça qui fait de lui un artiste très moderne. Et ça vous montre que quand on dit moderne, ça ne veut rien dire. Dans le fond, Rembrandt ou Appel à l'époque grecque, si vous aviez avec lui une conversation, tous les génies
mais après, ils étaient cadrés, ils avaient des possibilités d'expression ou pas. Peuvent avoir des idées qui aujourd'hui seront en cours. Il y a plein d'artistes contemporains qui se sentent hyper géniaux parce qu'ils vous rendent acteurs de l'œuvre d'art. Turner l'a fait au 19e siècle. En fait, on est sur des cycles de répétition. Après, les moyens sont différents, etc. Les productions sont différentes, évidemment. Mais l'homme, c'est l'homme. Et il arrive toujours à un moment donné où les artistes, parfois, arrivent aux mêmes conclusions. Et Turner aborde cette idée de c'est vous qui faites l'œuvre d'art, en fait. C'est vous qui êtes ébloui. Vous devez ressentir, en fait, l'éblouissement et pas le vivre par procuration à travers un personnage qui serait dans le tableau. Le seul tableau que nous ayons au Louvre de Turner, c'est celui-ci. Et il est tellement étrange que, d'abord, c'est un tableau de l'atelier, de la vente d'atelier, qui a été faite, et parce qu'on n'a pas tout gardé, en fait, on en a vendu une partie. Et surtout, c'est peut-être un de ces tableaux que Turner peignait dans l'optique de l'achever plus tard, avec cet effet d'happening que j'évoquais, c'est-à-dire le fait de terminer en public. On ne peut pas savoir, mais il y a un peu de cela quand même, parce qu'on voit que tout est très fondu et il manque les touches qui vont faire résonner tout ça. Donc c'est peut-être possible. En tout cas, c'est un tableau de très grand format et c'est sûr que quand on le croise au musée du Louvre, on est absolument épaté par cette abstraction en fait, qui correspond à rien. 1840, c'est la date de naissance de Claude Monet quand même. Turner n'a pas d'élève, n'a pas vraiment de successeur, n'a pas de descendance. C'est un électron libre qui ne peut pas avoir de suite dans l'immédiat. L'immédiat, vous imaginez, ça va être les pré-raphaélites. Pour ceux qui connaissent la peinture des pré-raphaélites, c'est quand même très très loin de tout ça. Donc vraiment, c'est un homme incroyable dans le panthéon artistique et c'est voilà, un personnage aussi de roman et une peinture qui est tout aussi épatante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous